Cet homme, né en Allemagne en juin 1864, décédé en Pologne en décembre 1915 des suites de complications rénales et cardiaques, s'appelait Alois Alzheimer. Il a été père de 3 enfants et veuf une dizaine d'années avant sa mort. Dans sa 23e année, il a été médecin psychiatre, neurologue et neuropathologiste. À l'âge de 37 ans, l'hôpital de Francfort où il exerçait lui confiait une dame répondant au nom de Auguste D, atteinte de démence. À l'issue de 53 mois d'un suivi médical sans relâche et du décès de la patiente, le 8 avril 1906, le docteur Alzheimer a poursuivi ses recherches en examinant le cerveau de la patiente et y découvrit les anomalies des fibrilles ou dégénérescences neurofibrilières, caractéristiques de la maladie qui porte aujourd'hui son nom, confirmée par plusieurs autres médecins, ce qui lui permettait de publier un deuxième cas en 1911 et d'être nommé professeur en psychiatrie l'année d'après. Des siècles durant, on a associé déclin intellectuel à vieillissement. Aujourd'hui, on sait que vieillir ne signifie pas perdre mémoire et facultés intellectuelles, que la maladie d'Alzheimer s'emploie à en affecter les fonctions. On a retrouvé des écrits d'un philosophe qui donnait les symptômes de la maladie d'Alzheimer 200 ans après Jésus-Christ. Donc effectivement, c'est une maladie qui est très ancienne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on en parle énormément parce que nous sommes une population qui vieillissons. En plus de 100 ans, nous avons gagné 45 ans d'espérance de vie. Donc d'où on a de plus en plus de personnes âgées. Et comme la première cause de la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, c'est l'âge, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de cas de malades d'Alzheimer. C'est une maladie que l'on ne peut pas prévoir et elle a toujours touché n'importe qui, quelle que soit son ethnie et son rang social. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que le cerveau, progressivement, il y a une neurodégénérescence qui se fait très lentement, de façon insidieuse et irréversible, affectant le système nerveux central. Mais il n'y a pas de facteur infectieux, lié à un parasite ou un virus ou une bactérie. On connaît bien les troubles, qu'est-ce qui entraîne ces troubles de la mémoire. On sait très bien donc les mécanismes de ces deux protéines. Par contre, on ne connaît pas pourquoi ces protéines mutent, ne remplissent plus leur mission et vont entraîner la mort des neurones. Cette méconnaissance n'arrête pas les recherches, puisque chaque personne atteinte a la possibilité de se faire ausculter dans le cadre d'une consultation mémoire. La consultation mémoire, elle s'adresse aux patients qui ont des troubles de la mémoire, des troubles mnésiques, et qui sont adressés par le médecin traitant. Elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire. Dans cette consultation, le but est d'étayer un diagnostic d'expertise, soit pour la maladie d'Alzheimer, soit pour tous les troubles de la mémoire en particulier. L'âge n'est pas le facteur unique venant se greffer autour de la maladie d'Alzheimer. Les personnes âgées souffrent de bien d'autres syndromes qui perturbent leur quotidien. Dans les facteurs de risque dans la maladie d'Alzheimer, il y a d'abord l'âge. Effectivement, on trouve une grande partie de cette maladie chez les personnes âgées. Donc ça, c'est un facteur de risque, si l'on veut l'appeler comme ça. Ensuite, on va trouver les facteurs cardiovasculaires, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, tout ce qui est les maladies cardiaques, les problèmes liés au cholestérol, les hypercholestérolémies, et le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, etc. Le nombre de personnes du troisième âge s'accroît et représentera dans les années à venir un pourcentage très important. Il faut savoir qu'en métropole, en 2020, 31% de la population française aura plus de 65 ans. Et que la Guadeloupe est en train de rapprocher ces chiffres, puisqu'en 2030, elle aura égalisé ces chiffres par rapport à la métropole, puisque plus de 30% de sa population aura plus de 65 ans. Donc c'est vraiment une maladie qu'il faut prendre aujourd'hui à bras-le-corps, parce qu'on va vraiment droit dans le mur si on ne prend pas en considération ces pathologies. Dans le cadre de l'hérédité, la maladie d'Alzheimer n'accorde qu'un infime pourcentage de transmission de gènes. L'hérédité, c'est extrêmement rare, c'est moins de 3%. Ce n'est pas la pathologie.
d'Alzheimer qu'on voit au quotidien. C'est extrêmement rare. On peut trouver des cas familiaux, c'est-à-dire dans la famille, on peut trouver des frères, des sœurs, des tantes, des parents atteints par la maladie d'Alzheimer. Mais disons que dans la globalité, le facteur hérédité, c'est très rare. On peut dire que dans la famille, s'il y a des parents qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, forcément les enfants peuvent avoir un facteur de risque. Mais cette probabilité, par rapport aux autres facteurs de risque, elle reste très, très faible. Les neuropsychologues font partie de ceux qui interviennent par une écoute attentive des personnes de tout âge pour étudier les fonctions atteintes de lésions cérébrales qui peuvent être des accidents vasculaires cérébraux, des traumatismes crâniens, la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Le neuropsychologue intervient de diverses façons. Tout d'abord en réalisant un bilan neuropsychologique qui dure entre 4 et 8 heures car il comprend un entretien avec le patient et avec la famille pour recueillir des informations importantes. Et il y a également une partie avec des tests neuropsychologiques pour étudier la mémoire, mais aussi les différentes fonctions exécutives de langage, d'attention, de raisonnement et de réalisation des gestes de la vie quotidienne. L'intervention du neuropsychologue peut aussi être en termes d'accompagnement psychologique, mais aussi d'information et de collaboration avec l'équipe soignante. Et enfin, participer à la recherche clinique pour faire évoluer la connaissance sur la maladie. L'aspect psychologique de la maladie peut être évoqué de deux manières. Le ressenti de la personne qui découvre petit à petit avoir des problèmes de mémoire et la vision des membres de la famille constatant que le parent malade ne réagit plus comme avant, imposant à très court terme la désignation de l'aidant familial. L'aidant familial, il est vraiment capital. Parce que le malade, au fur et à mesure, ou plutôt la personne malade, va perdre beaucoup de repères au fur et à mesure. Elle ne pourra pas assurer son quotidien comme d'habitude. C'est-à-dire une personne qui d'habitude va faire son marché seule, va accompagner ses enfants à l'école seule, va faire ses courses par là son facteur, va remplir ses factures, ne sera plus en mesure de le faire. Donc l'aidant familial sera son relais, on va dire son repère, et va le suppléer sur énormément de tâches. On parle de suppléer, on ne parle pas de faire à la place. Des chiffres de l'INSEE confirment qu'environ 30% des aidants familiaux souffrent d'insomnie et absorbent des antidépresseurs, dans le cas d'un investissement sans commune mesure dans l'accompagnement de son parent malade. Mais également dans un isolement total avec le monde extérieur, dans le risque de mettre sa santé et sa vie en danger. L'association se bat pour faire en sorte que l'aidant puisse apprendre à rester lui-même. Et c'est pour ça que nous avons une formation de 5 modules. Donc c'est une formation gratuite des aidants familiaux qui se découpe en 5 modules qui vont de qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées au dernier module qui semblait, tous les modules sont importants, mais au dernier module qui est essentiel, être aidant familial. Donc le plus important, c'est de faire en sorte que l'aidant reste lui-même et qu'il, malgré la difficulté de l'accompagnement, qu'il ne se coupe pas du monde, parce que le plus souvent, c'est ce qui arrive. Parce que parfois, il n'a pas le choix, ou parce que c'est son désir. Il s'isole et ça peut arriver qu'il puisse sombrer. Pour éviter ce genre de déconvenue, il est possible de se faire relayer par un service d'accueil de jour, ce qui procure à l'aidant familial des moments de répit dans la journée. La personne arrive le matin, passe la journée avec nous, en faisant quelques activités et le soir, on regagne le domicile. Ce qui permet à la famille de souffler un peu, de se reposer. Donc les ateliers que nous avons, l'atelier cuisine, l'atelier jardinage, l'atelier esthétisme, l'atelier gym et surtout l'atelier mémoire qui se fait, ainsi que l'art-thérapeute qui fait un travail très important sur la peinture. La peinture permet à ces personnes de se libérer et de montrer un petit peu la souffrance qu'ils endurent par la peinture.
Nous allons passer la journée à l'extérieur. Nous allons visiter les centres commerciaux. La proximité entre l'aidant familial et la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer crée une complicité sécurisante dans laquelle l'aidant s'est missionné à accompagner le malade dans un bien-être d'autonomie, incluant son traitement. La maladie d'Alzheimer n'est plus une fatalité. C'est une maladie qu'on connaît bien. On sait comment la diagnostiquer, on sait comment prévenir les complications, on sait comment on peut aider les aidants. Dans la maladie d'Alzheimer, je pense qu'il faut le plus tôt possible, on pose le diagnostic, ce sera mieux pour le malade et son environnement. Donc c'est une perte de chance de laisser un malade au domicile sans qu'il y ait vraiment une exploration de ses problèmes de mémoire ou de langage, alors qu'il y a des centres, il y a des consultations pour justement diagnostiquer la maladie, mais aussi mettre en place un projet thérapeutique face à ce fléau. Il y a des traitements médicamenteux et des traitements non médicamenteux. Actuellement, on dispose de quelques molécules qui nous permettent, à différents stades de la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a le stade léger, le stade modéré, le stade sévère et très sévère. À tous les stades de la maladie d'Alzheimer, on dispose actuellement de traitements dits symptomatiques. Ces médicaments nous permettent de stabiliser, d'améliorer ou du moins éviter que les choses ne se dégradent plus rapidement. Ça d'une part. Les autres traitements non médicamenteux consistent à la stimulation, c'est-à-dire la rééducation des fonctions intellectuelles, stimulation de la mémoire, la stimulation des reconnaissances et aussi, on peut aussi rééduquer, parce que dans la maladie d'Alzheimer, il trouve du langage, les séances d'orthophonie, l'ergothérapie qui aide un petit peu autour de l'environnement qui gravite autour de la maladie d'Alzheimer. On peut donner aux malades, grâce à l'ergothérapie, une aide très importante. Il est important que le même médecin et le même neurologue gèrent au mieux les problèmes du patient. Une agitation anormale peut être la cause d'une infection quelconque. Un stress dans l'environnement, l'attitude angoissée de certains membres de la famille, des cris, des gestes brusques, tout peut être vécu comme inquiétant par la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. L'individu ne sachant plus se plaindre, la vie autour de lui doit être chaleureuse et conviviale.